Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette 3e saison, nous partons à nouveau avec des avocats et des avocates, bottes de chantier dans le coffre, défricher les terrains juridiques arpentés par les acteurs de la construction. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Philippe Nug est avocat associé en droit public et dispose d'une expertise spécifique dans l'accompagnement juridique des opérations immobilières complexes. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes accompagné de Laurent Parnois, consultant associé et membre du comité de direction chez Finance Consult. C'est une société spécialisée dans le conseil et l'ingénierie financière pour les projets d'infrastructures publiques et de services publics. Bonjour Laurent. Bonjour, ravi d'être là. Alors ensemble, on va parler d'un outil qui a été créé il y a un peu plus d'1 an, le marché global de performance énergétique à paiement différé. Autrement dit, le MGPE-PD pour les amateurs de sigles et autrement dit encore MGPE avec tiers financement. En quoi cet outil est-il véritablement nouveau, Laurent ? Alors, par rapport au marché global sur performance classique, sans paiement différé, c'est un outil qui autorise le lissage de coûts d'investissement dans le temps pour les personnes publiques en recourant à du tiers financement, du financement privé. Par rapport au marché de partenariat, qui laissait déjà cette possibilité, il y a de petites différences. Elles ne sont pas très significatives, mais malgré tout, elles existent. On va retrouver dans ce nouvel outil tout le vocabulaire obligatoire lié à la performance énergétique. Les consommations en termes de mégawattheures, les économies en gaz à effet de serre sont des sujets qu'il faut absolument traiter dès les phases d'études préalables. Ensuite, là aussi, il y aura un petit exercice qui s'appelle évaluation préalable et étude de soutenabilité budgétaire. On va retrouver ces exercices obligés comme pour le marché de partenariat. Néanmoins, l'évaluation préalable va se faire selon des modalités un petit peu différentes. Philippe, vous vouliez compléter ? Oui. L'objectif de ce contrat, c'est d'atteindre la fameuse neutralité carbone en 2050. Et pour le secteur du bâtiment, et quand on parle que des bâtiments publics, on ne sait même plus si on doit parler en millions ou en milliards d'euros sur plusieurs années pour atteindre cet objectif. Le dispositif a été mis en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Ça veut dire qu'on devrait faire un bilan fin 2026 et un bilan à fin 2028 pour vérifier l'engouement qu'aura reçu l'outil ou pas. Concernant le tiers financement, le sujet, c'est que c'était en principe incompatible avec les règles de la commande publique. Un acheteur public, il doit payer cash, il ne peut pas payer à terme, même s'il peut emprunter, mais emprunter dans un circuit classique, c'est-à-dire auprès d'une banque. Là, la technique contractuelle proposée, c'est que le tiers finance, réalise les travaux et la collectivité paye de manière étalée sur le très très long terme. Donc, il y a un enjeu tactique financier. Donc, vous l'avez dit, on a 5 ans pour se lancer, 5 ans à partir de mars 2023. Est-ce que ça mord aujourd'hui ? Alors, les pouvoirs publics nationaux et régionaux se sont déjà clairement emparés du sujet. L'intérêt, il est doublé d'une demande de massification. C'est la possibilité de faire la rénovation énergétique sur un ensemble de bâtiments, parfois très très hétérogènes, mais qui appartiennent à une même personne publique, ou alors encore de grouper les propriétaires publics pour qu'ils fassent ensemble de la rénovation sur plusieurs bâtiments. La question, c'est la limite aussi en technologie. C'est est-ce qu'on s'intéresse qu'à la performance énergétique ou est-ce qu'on fait autre chose ? Est-ce qu'on peut envisager d'autres travaux de construction et les insérer dans ce type de contrat ? Les objectifs sont ambitieux, il faut aller vite, il faut contrôler la performance, il faut étaler l'investissement. De votre côté, Laurent, vous voyez un frémissement sur le marché ? Ça frémit, les personnes publiques s'interrogent pour savoir comment appréhender le nouvel outil et s'en emparer. Ce qui est certain, c'est que elles vont devoir s'interroger rapidement et aller vite, sous l'influence notamment du décret tertiaire. Et pour aider les collectivités à réfléchir vite, est-ce qu'on peut dresser une typologie des projets pour lesquels ce marché global à paiement différé serait un outil pertinent ? Alors, il est destiné aux acteurs publics, à tous et sur tout type de bâtiment, et pour projets de toute taille. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une consultation pour tenter de massifier la rénovation énergétique de tous ses lycées. 273 établissements sur la région. Si on regarde ensuite les typologies de projets, a priori, avec les quelques-uns qui sont sortis, on se rend compte que ça va concerner aussi bien des petites opérations que des grosses opérations. On a un exemple à Orléans avec un marché qui représente un montant de 2 millions d'euros et ça va concerner 2 bâtiments et c'est essentiellement, on va dire, de la pompe à chaleur qui va être mise en place.
Et puis, on a un autre projet qui concerne l'université Aix-Marseille-Provence. Là, on parle de 53 bâtiments de 800 000 m², d'un peu plus d'une centaine de millions d'euros d'investissement. Je précise qu'on enregistre en juin 2024. Peut-être qu'au moment où nous serons écoutés, d'autres projets auront vu le jour. Laurent, vous voulez compléter ? Oui, alors, outre les bâtiments scolaires ou les bâtiments administratifs de type siège, hôtel de ville, etc., il peut y avoir des bâtiments sportifs, des bâtiments hospitaliers. La liste n'est pas limitée et on sait qu'en France, le patrimoine immobilier public est très diversifié. D'autre part, par rapport au marché de partenariat, il n'y a pas de seuil minimal à respecter. Donc, en théorie, l'outil peut intéresser même les tout petits projets. Alors, il n'y a pas de seuil minimal. Il y a en revanche quelques contraintes. Vous les avez effleurées tout à l'heure, Laurent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il faut avoir en tête si on veut tester ce nouveau montage contractuel ? Oui, tout d'abord, il faut quand même avoir un certain niveau de connaissance de son patrimoine que l'on veut traiter en termes de surface, de consommation, avoir un diagnostic énergétique et préciser un petit peu ses objectifs fait partie des préalables. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, il y a un exercice d'évaluation préalable et une étude de soutenabilité budgétaire qui sont des exercices obligés. Il y a aussi quelques obstacles au développement, Laurent. On parlera des opportunités après. Oui, alors les personnes publiques peuvent être un peu freinées parce que cet outil implique du financement privé, mais qui sera retraité vraisemblablement en dette, comme l'est le financement dans les marchés de partenariat. L'autre sujet, c'est que les taux de financement ces derniers mois étaient relativement élevés et ils seront à payer via cette charge lissée dans les marchés publics avec paiement différé. Et enfin, le dernier, c'est que sur les frais financiers liés à ces emprunts, il y aura de la TVA payée par les personnes publiques. Et cette TVA sur les frais financiers, on ne va pas le retrouver sur les outils sans paiement différé, par exemple le marché global sur performance classique. Il y a donc quelques freins à bien étudier. Pour parler de choses plus positives, quelles vous semblent être les opportunités majeures que présente ce nouveau contrat ? On va commencer avec vous, Philippe. Si on fait la liste des opportunités, c'est de faire financer ces projets de rénovation énergétique par un tiers et donc de réserver sa propre capacité de financement à d'autres projets. C'est transférer les risques financiers et techniques de ces projets de rénovation énergétique à un partenaire. C'est diminuer ses charges opérationnelles côté personnes publiques liées à la maintenance d'équipements, souvent vétustes, souvent coûteux, grâce à l'investissement dans les nouveaux équipements. C'est vraiment externaliser l'intégralité des risques. Et Laurent, votre vision des points forts de l'outil ? Oui, alors j'en citerai deux. Le premier, c'est que c'est un outil qui pousse à la massification. On ne sait pas trop comment les EPCI ou les syndicats d'énergie vont s'emparer du nouveau rôle possible que la loi leur donne en termes d'impulsion, voire de coordination des commandes de leurs membres. Mais c'est un axe intéressant. Le second, c'est que les financeurs sont prêts. Clairement, l'argent ne va pas manquer. Les banques, les établissements un peu publics comme la Caisse des dépôts et même les fonds d'investissement sur les plus grosses opérations, tout le monde veut faire partie du jeu. Donc on est encore en phase de rodage de ce contrat malgré les mois qui sont passés. Quels sont les aspects qui vous semblent encore flous dans le dispositif, Laurent ? Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a des forces en présence qui vont clairement pas dans le même sens. Il y a une première force qui pourrait vouloir faire apparaître une forme de simplification de l'outil pour qu'il soit plus facilement utilisable, pour que l'objet soit appréhendable par tout un tas de personnes publiques, y compris les plus petites. Vraisemblablement, il y a un intérêt à unifier un peu les pratiques, peut-être mettre en place des modèles de contrat et simplifier le montage juridico-financier. Et l'autre force en présence, c'est que l'outil est censé s'adapter à des typologies de projets vraiment différents, à des très petits projets, des très gros projets. Et du coup, une interrogation que nous pouvons avoir, c'est comment le secteur privé, les opérateurs qui vont répondre à ces procédures concurrentielles, vont s'adapter pour essayer de respecter les objectifs des personnes publiques, satisfaire l'engagement de performance, tout en ne rendant pas les projets trop coûteux ou trop complexes. On peut imaginer que différentes conduites d'opérateurs se mettent en place. Par exemple, sur les gros projets, on peut retrouver les techniques de financement de projets avec la complexité, mais qui sera justifiée par l'ampleur des enjeux. Et sur les plus petites opérations, on pourrait imaginer que certains acteurs du marché simplifient les montages financiers pour aller vers un peu de financement corporate. On sent qu'il y a des frémissements chez les gros opérateurs sur ce sujet. Philippe, il y a du flou aussi de votre côté ? Comme pour tout dispositif expérimental, par définition,
Là, on est sur une forme de paradoxe parce qu'on sait qu'on est en place pour 5 ans, sauf qu'on parle de contrats, on l'a dit, qui vont être de très très longue durée. Donc inutile de dire que même dans 5 ans, on n'aura pas le retour d'expérience complet sur la durée du contrat. Donc il faut arriver à se convaincre de son opportunité, de sa faisabilité, de son adaptation avant. Mais le modèle semble prendre puisque d'ores et déjà, on réfléchit à imaginer son pendant pour le monde privé, notamment pour les copropriétés. L'idée d'avoir un contrat unique avec les mêmes objectifs de tiers financement et d'externalisation de l'exploitation et de la maintenance. Ok, donc il faut se lancer et voir ce que ça donne. J'ai une dernière question à ce sujet. Est-ce qu'on peut tenter l'aventure du MGPE à paiement différé en solitaire ou alors est-ce qu'il faut absolument se faire accompagner ? Aucun acteur ne va se lancer seul, tout d'abord pour des questions techniques. Il y a un énorme travail d'audit technique en amont avant de déterminer s'il sera opportun d'utiliser ce type de contrat. L'exemple classique, c'est le bâtiment qu'il sera plus utile de démolir pour reconstruire plutôt que d'ambitionner de le rénover. Laurent, votre mot de la fin sur la course en solitaire ? Oui, le message des pouvoirs publics dans les différentes conférences qui ont porté sur ce sujet est clair. Faites-vous accompagner. Il y a 3 composantes de prestation et d'expertise qu'il est nécessaire de rassembler. Une composante juridique, une composante financière, une composante technique. Les 3 doivent travailler ensemble pour aboutir à un contrat clair et performant. Un grand merci à tous les deux pour ces explications et ces conseils utiles. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.